on est super ravis, très heureux avec toute l'équipe L'Oréca là, de présenter, enfin d'être là aujourd'hui, parce que c'est un peu le fruit d'un travail qui nous a pris, je pense, presque 2 ans, voire même un peu plus. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'il faut commencer à compter. Donc aujourd'hui, on va se parler d'une approche, d'un outil, un outil d'évaluation environnementale, mais pas que, qu'on a nommé le L'Oréca Score. C'est la version 1 de cet outil qu'on présente. Je vais être accompagné en tant qu'intervenant d'Anthony, qui est cofondateur de l'Oréca et qui est plutôt concentré sur les sujets un peu de partenariat, les échanges qu'on peut avoir avec nos différents fournisseurs. De Pierre aussi, qui est consultant en éco-conception, vulgarisateur, qui est auteur d'Écolo Mon Cul et aussi cofondateur de l'Oréca, qui travaille avec moi sur la constitution de ce L'Oréca Score. Alors, le fonctionnement, en fait, c'est du grand classique de webinaire. On est parti pour 45 minutes de présentation. Ensuite, on aura 15 minutes de questions-réponses. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on attend avec beaucoup d'impatience, c'est avoir votre retour, les questions autour de notre approche. Si vous en avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser au fil de l'eau. Donc il y a la petite section QR qui est là pour ça. Et puis, vous aurez le replay, la présentation même complétée d'annexes méthodologiques. Donc tout ça, on vous diffusera ça à l'issue du webinaire. Voilà pour la petite mise en route. Et on va, une fois n'est pas coutume, commencer par un petit quiz. Alors, donc ça va nous permettre de tester un peu quelle est votre connaissance du monde merveilleux d'Elotech. Donc vous avez une photo à l'écran, vous avez un QR code, donc vous pouvez prendre soit vos téléphones, scanner le QR code, soit on va vous mettre dans le chat. Oups, j'ai pas l'impression que ça a sauté. Non, si c'est bon. Hop là, je remets. Soit dans le chat, le lien pour pouvoir répondre à cette question sur vos ordinateurs. Donc vous avez une petite image et puis on vous demande qu'est-ce que c'est. Alors vous avez 4 possibilités. Un coffre mexicain, un four irlandais, une marmite norvégienne ou une boîte japonaise. Alors on vous laisse le temps de vous connecter au petit questionnaire et puis de répondre à cette première question. Je peux même, hop, voilà, hop là, tac. Là, 11 réponses pour l'instant. Je masque comme ça ne biaise pas vos jugements. Alors, qu'est-ce que vous nous avez répondu? Une très, très, très grande majorité, la marmite norvégienne. Une tentative sur le coffre mexicain. Alors, je sais pas si c'est un petit raté ou ouais. ou OK. Et la bonne réponse, c'était bien évidemment, j'en sais rien. En tout cas, c'était la marmite norvégienne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une marmite norvégienne? Comme son nom ne l'indique pas, en fait, c'est pas une marmite, mais c'est quelque chose dans lequel on peut éventuellement mettre une marmite pour finaliser la cuisson d'un aliment sans apport d'énergie, à l'aide d'un réceptacle qu'on appelle la marmite, en fait, qui est isolé thermiquement, dans lequel on va placer une marmite, une casserole, un peu ce qu'on veut, après une première phase de chauffe des aliments. Voilà, ça c'était la première petite question pour se mettre en route, se mettre en appétit. Là, c'est bientôt l'heure de manger. Deuxième question. Alors, on reprend, hop là, voilà, on continue avec notre marmite norvégienne. On vous rajoute 2 autres produits qui sont des produits assez emblématiques d'Elotech. Un four solaire en 2, un rocket stove. Donc un four solaire, c'est quelque chose qui cuit des aliments à partir de l'énergie solaire. Le rocket stove, en fait, qui est à peu près la même philosophie, mais cette fois-ci, on va cuire les aliments à partir de la biomasse. En fait, c'est du bois qu'on a en dessous. Et pour se projeter un peu dans la thématique de la journée, du webinaire, on vous demande comme ça, de bout en blanc, en fait, comment est-ce que vous jugez le caractère écologique de ces produits? Donc vous avez la possibilité de mettre une note entre 1 et 10. Donc 1, c'est pas du tout écolo, et puis 10, pour vous, c'est tout à fait écologique. Hop, pareil. Voilà, je vais cacher les réponses.
Bien évidemment, donc on va pouvoir regarder un peu c'est quoi vos propositions et puis bien évidemment, vous me voyez venir, l'objet aussi du webinaire, ça va être de vous montrer quelle lecture nous on a de ça et comment est-ce qu'on a essayé de raisonner pour répondre à notre façon à cette question. Alors 16 réponses, OK. Alors à quoi ça ressemble? OK, super intéressant. Donc sur la marmite, enfin donc les résultats sont quand même assez étendus. Donc ça sera aussi, intéressant de discuter éventuellement à la fin le pourquoi en fait on a autant d'écart entre, les différentes opinions. On voit quand même que sur les 2 premiers, ça se concentre quand même plutôt sur le haut. Donc des produits a priori, assez écologiques, notamment pour le four solaire et puis on voit que c'est quand même beaucoup plus, étalé, sur le bas en particulier, pour le Rocket Stove. Bon OK, super intéressant, on rebouclera la boucle, un peu plus tard dans le cadre de la présentation. Donc au sommaire, au menu, avant de passer à table, on va tout d'abord en fait, vous parler de ce qu'on fait et puis de notre lien avec la démarche, d'Elotech. Ensuite, on reviendra sur vraiment le score environnemental avec les défis qu'on a essayé de relever. On vous montrera, le principe de fonctionnement du l'Horeca Score, des exemples d'applications et puis finalement où est-ce qu'on en est de notre démarche, les prochaines étapes qu'on a devant nous. Et donc dans le document qui sera diffusé à la fin, donc s'il y a des questions, peut-être que dans la séance de questions-réponses, on pourra y revenir là sur la méthodologie détaillée. Mais l'idée, en fait, pour nous, c'était aussi d'être le plus transparent possible. Donc tout ça, en fait, sera consigné en annexe et diffusé à l'issue du webinaire. Voilà, donc je passe la parole à Anthony pour vous parler de l'Horeca et plus généralement d'Elotech. Merci beaucoup Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et donc d'avoir l'honneur de vous présenter l'Horeca. Donc l'Horeca est né d'une volonté de vouloir en fait trouver des alternatives plus écologiques, plus durables pour pouvoir diminuer l'impact environnemental hein, dans le cadre des limites planétaires. On se dit bah tiens, on a des besoins, on aimerait continuer à y répondre et pour autant, on a bien conscience que les limites sont dépassées et qu'il va falloir diminuer notre impact. Donc, notre logique, c'est de favoriser ça au travers des low-tech qu'on a découvertes. On s'est dit, tiens, ça, c'est un mode de fonctionnement qui nous paraît très intéressant. Et sur cette réflexion-là, on s'est dit, mais pour pouvoir savoir si un produit est low-tech, si un produit est écologique ou pas, comment on peut faire pour le mesurer? Et donc là, c'est tout le travail qu'on vous présente aujourd'hui. Et donc, par rapport au low-tech, ce qu'il faut savoir, ce qui est important aussi pour fixer un cadre, c'est qu'il y a 3 grands principes. Tout d'abord, c'est une démarche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, on peut pas dire, tiens, voilà, ça, je fais de la low-tech, je fais pas de la low-tech. C'est une démarche qu'on met en œuvre, on peut la mettre sur des produits ou des services. C'est aussi quelque chose qui est relatif, dans le sens où on peut, enfin, sans comparaison, et ça, c'est un élément important qu'on va creuser. En tout cas, sans comparaison, il est difficile de savoir quelque chose qui est low-tech. Donc, on a des échelles de low-tech. Par exemple, si on veut se déplacer, la marche sera plus low-tech que le vélo, le vélo sera plus low-tech que la voiture. Et enfin, on a 3 piliers qu'on voit en dessous, et qu'on détaillera aussi dans notre score. Vous aurez certainement reconnu les côtés utiles, durables et accessibles pour pouvoir justement évaluer dans quel cadre on est low-tech. Et pour positionner cette démarche par rapport à d'autres concepts, en fait, l'utilité, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans la sobriété, dans l'économie de la fonctionnalité et l'innovation frugale, la durabilité dans l'éco-conception, l'économie de la fonctionnalité et l'innovation frugale, et enfin l'accessibilité qui va plutôt être dans l'innovation frugale. Donc voilà comment on distingue, et vous me direz sûrement, mais, tiens, l'innovation frugale, ça coche aussi toutes les cases. Et ben, en fait, la distinction, c'est que finalement, on arrive au même résultat à la fin, sauf que l'innovation frugale est plutôt associée à des pays sud global, c'est-à-dire qui cherchent à répondre à des besoins, mais avec le moins de moyens possible. Donc, ce qui fait qu'on a des produits, des services qui sont très peu consommateurs de ressources pour des raisons financières, alors que la low-tech est un concept qui est plutôt généralement associé aux pays du Nord qui souhaitent en fait limiter leur impact environnemental en ayant le moins de ressources possible. Et aujourd'hui, nous, donc on a l'Horeca, où est-ce que ça en est? On a fait beaucoup d'études terrain, on a fait beaucoup d'idéations pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le monde de la low-tech, pour diffuser plus largement cette pratique qui nous semble essentielle.
On a eu un lancement en 2024, on a été finaliste de la Social Cup, on a été incubé également. Et puis là, on est en pleine phase de développement, et notamment avec une campagne de crowdfunding Ulule, où on est dans le parcours du développement d'une entreprise, dans lequel on cherche en fait, à se développer et avoir du financement pour le faire, et pour pouvoir en fait, finalement avoir un salaire et puis pouvoir continuer à travailler sur ce projet qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, on est une équipe de 8 personnes avec des profils variés qui sont à la fois côté plutôt business, développement commercial, ingénieurs avec profil low-tech Paul, et puis Emmanuel et Pierre qui sont des ingénieurs à l'ISU cycle de vie. Puis on a également de la communication avec Thomas et puis du design avec Flora et Louise. Voilà pour ma part. Et donc, on vous présente, là, vous avez 10 plutôt super produits écolos. Et donc, tout notre travail à nous, c'était de se dire comment on peut faire pour les trouver. C'est-à-dire on considère que c'est des pépites. Aujourd'hui, la low-tech, c'est plutôt un signal faible. Il y a des éléments, il y a des super fournisseurs, producteurs de low-tech qui sont à droite, à gauche. Et puis, nous, notre but, c'est de les mettre au même endroit, de créer un catalogue pour leur donner de la visibilité et pour pouvoir assurer de pouvoir les comparer, de pouvoir les trouver facilement. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans un premier lieu et ce qu'on a fait avec l'Oreca sur le site. Et donc, dans le deuxième questionnement, c'est vraiment de savoir est-ce qu'ils sont écolos ou pas. Mais d'un point de vue, enfin, d'avoir une méthode, c'est-à-dire que nous, souvent, on a vu pas mal de catalogues qui sont fondés sur des critères qui vont être soit du biosourcé, soit de la recyclabilité, soit du fait local ou made in France. Nous, on voulait vraiment gratter et voir est-ce que c'est vraiment écolo ou pas. Et là, c'est le but du l'Oreca Score. Yes. Tout à fait. Et donc, en fait, voilà, typiquement, la problématique à laquelle on a essayé de répondre, c'est d'essayer de faire en sorte de trouver un outil ou une approche pour répondre à la question de comment être sûr de faire une bonne action quand on achète un produit qui est supposé ou a priori écolo. Et même avant de ça, en fait, comme on a parlé aussi de notre portail lorica.com, pour nous, c'était de répondre à la question de est-ce qu'on est sûr de faire une bonne action quand on référence un de ces produits-là sur notre site qui sera potentiellement acheté par la suite. Et la solution qu'on a trouvée, en fait, finalement, elle vise à évaluer les conséquences environnementales, mais plus que ça, en fait, pas que environnementales. On le verra aussi, en fait, dans l'esprit un peu des 3 piliers des low-tech, comment on a organisé notre philosophie. Donc, les conséquences de l'achat d'un produit ou de l'équipement d'un produit en fonction de l'usage a priori qui en sera fait. Donc ça nécessite, et on le reverra aussi par la suite, de présupposer un usage qui est assez représentatif, pertinent, compte tenu un peu de variabilité aussi assez large potentielle sur le sujet. Voilà, c'est tout ça ce qu'on met dans le l'Oreca Score. Alors, en termes de défis méthodaux, pour ceux qui connaissent un peu le contexte global sur les approches d'évaluation comparative ou les méthodes de scoring, en général, ces approches-là, en fait, elles comparent des produits dans une même catégorie. Donc, typiquement, ce qu'on a à l'écran, en fait, c'est le travail qui a été mené historiquement et puis présenté plus récemment autour de l'affichage environnemental dans la filière textile. Donc, ce qu'on voit, c'est que globalement, c'est à peu près des t-shirts ou des choses qui ressemblent à des t-shirts. Donc, c'est quand même pas une mince affaire. C'est déjà super top de pouvoir aussi donner cette indication à des consommateurs ou des consommatrices qui se poseraient la question d'essayer d'acheter le meilleur t-shirt dans une gamme de t-shirts donnée. Mais ça soulève 2 problématiques. La première, en fait, qui est finalement le contexte même de notre activité, en fait, c'est qu'on ne peut pas comparer des technologies qui sont vraiment très éloignées l'une de l'autre et qui répondent pourtant à la même fonction. Donc typiquement, le Rocket Stove là, dont on a parlé lors du petit quiz tout à l'heure, en fait, si je veux pouvoir le comparer avec des plaques électriques, le faire un peu dans cette optique-là, on n'a pas vraiment les outils pour pouvoir le faire. C'est le premier point. Et le deuxième, en fait, c'est que la marmite, toujours là, cette marmite un peu emblématique des low-tech, la marmite norvégienne, c'est un produit qui est un produit dit économiseur. C'est un produit qui permet d'économiser de l'énergie lors du fonctionnement un peu global et lors de l'activité de cuisiner. L'enjeu d'une marmite et d'un système de scoring, en fait, c'est pas tant
comparer 2 marmites l'une par rapport à l'autre, en fait. La vraie problématique, pour être sûr de faire une bonne action écolo, c'est d'être sûr que quand je fais cet investissement, en fonction, de l'usage que je vais en faire, les bénéfices environnementaux vont bien être supérieurs à l'impact négatif lié à la fabrication de cette marmite, puisque a priori, tous les objets, quels qu'ils soient, polluent. Et donc, nous y voilà. Donc principe de fonctionnement du Eureka Score. Donc ça, c'est la slide qui va un peu, piquer. Ça va être assez dense, on va le faire un peu étape par étape, mais ça va au moins vous permettre d'avoir une vision assez globale et relativement détaillée de, ce qu'on a travaillé lors des derniers mois, voire dernières années. Donc on part, du produit qu'on étudie. Donc il nous faut, tout simplement, connaître ses fonctions, ses caractéristiques techniques, sa composition, les procédés de fabrication, son origine. Et ensuite, la première question qu'on va se poser, c'est finalement quel est l'objectif d'achat de ce produit? En fait, il y a 2 catégories de produits. Il y a des produits qui vont venir en alternative à des solutions, high-tech, et des produits qui vont venir pour économiser, donc les produits dits économiseurs. Et à chaque fois, en fait, on a 2 sous-cas de figure selon que le produit va être utilisé de façon permanente. Donc typiquement, j'achète un filtre à eau Ecofiltro pour remplacer une carafe filtrante ou pour m'équiper alors que j'avais pas cette carafe jusqu'à présent. En fait, on est typiquement dans un cas où on va remplacer un produit, donc s'en servir quasiment à chaque fois qu'on a besoin de s'en servir. Mais il y a d'autres cas de figure, ce qui peut être typiquement le cas avec un four solaire, c'est qu'on va acheter cet équipement-là, mais en fait, il va venir en complément. Ça ne va pas remplacer à 100% des plaques électriques ou un système de cuisson, on va dire, plus traditionnel. Il va nous servir de temps à autre à faire à manger avec. Donc voilà, donc un peu pour distinguer les 2 cas de figure. Et on retrouve exactement ces 2 cas de figure sur les produits économiseurs. Il y en a qui viennent s'installer dans un système donné et qui vont tout le temps servir. Et puis la marmite norvégienne, en fait, elle est bénéfique quand on s'en sert concrètement. Donc ça va aussi dépendre de la fréquence d'utilisation, du type de repas qu'on va être amené à cuisiner, parce que tout ne peut pas être compatible avec l'usage d'une marmite norvégienne. Voilà, donc le deuxième point, c'est définir bien l'objectif d'achat, et en fonction de ça, on va avoir un traitement qui va être sensiblement différent. Ensuite, il nous faut un usage de référence. Donc, il nous faut un produit de référence auquel on va se comparer, ou un système produit de référence dans lequel on va venir s'insérer. Et il va aussi falloir qu'on décrive des conditions d'usage, de référence. C'est combien de kilowattheures qu'il faut pour aller cuisiner un repas standard, voilà, typiquement. Et puis, à quelle fréquence on va être amené à utiliser tel et tel produit. Une fois qu'on a défini ces 3 premiers aspects, on rentre vraiment dans l'aspect, on va dire, un peu plus dur du Eureka Score, qui est la notation des critères. Donc, elle se décompose sur la partie gauche de la slide en 14 critères, répartis suivant les 3 piliers de la démarche Lotech. Donc, on va avoir des critères en lien avec le caractère d'utilité, de durabilité et d'accessibilité des produits. Sur l'utilité, en fait, il y a, je vais commencer directement par celui-là. En fait, il y a quelque chose qui nous tient vraiment aussi à cœur dans notre démarche, c'est de profiter du retour d'expérience et de l'avis des utilisateurs, des utilisatrices, des gens qui vont venir acheter ces produits. Pour l'instant, on est encore un petit peu trop tôt pour pouvoir avoir vraiment des éléments suffisamment robustes pour pouvoir se servir un peu de ce retour d'expérience pour intégrer directement dans notre approche l'Eureka Score. Mais on va retrouver sinon, on va dire, des éléments qui sont plutôt assez objectifs. C'est quoi le niveau de performance? C'est quoi la puissance, par exemple? C'est quoi la vitesse? La polyvalence aussi d'usage, est-ce que je peux m'en servir dans tout un tas d'espaces différents? Est-ce que aussi plein de types de personnes peuvent être amenées à utiliser relativement facilement tel et tel produit? On va retrouver aussi des critères de dépendance au réseau. Est-ce qu'on a besoin d'électricité pour faire fonctionner le produit en question? Est-ce qu'on a besoin d'eau? Et puis, on a un autre critère d'éco-incitation dans lequel la question aussi à laquelle on a essayé de répondre et ce qu'on a souhaité valoriser, c'est qu'on va retrouver des produits qui vont
idéalement plutôt inciter les gens dans une démarche un peu de sobriété, en tout cas de réduction, de prise de conscience et de réduction de leur impact environnementaux. Et puis on a des produits qui, de temps en temps, sont a priori bons sur le papier, mais peuvent peut-être présenter un risque d'effet rebond. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on essaye aussi de quantifier. Ensuite, sur le pilier de la durabilité, en fait, on va retrouver un score unique qui est inspiré, donc ça, on insiste quand même beaucoup là-dessus. Sur la méthodologie d'ACV, on dit inspiré parce que c'est pas une ACV, c'est pas non plus une ACV simplifiée. S'il y a des questions là-dessus, on pourra y revenir dans la séance de questions-réponses et de toute façon, vous aurez tout le détail de comment est-ce qu'on a fait en sorte de pouvoir simplifier, mais simplifier de façon quand même contrôlée, la philosophie de l'analyse de cycle de vie pour être capable de produire un score unique pour alimenter le pilier durable. Et ensuite, sur le critère d'accessibilité, on va retrouver une accessibilité, on va dire, plutôt économique. Donc, c'est la rentabilité. À partir de quel moment, quand je fais un investissement, j'ai un retour sur investissement. Et puis aussi, une accessibilité, on va dire, plutôt en lien avec la chaîne de valeur. Est-ce que le produit, il est facile à fabriquer, facile à utiliser, à réparer, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est pour lister un peu les 14 critères différents qu'on a pour notre l'Oreca Score. Pour la notation, en fait, il y a un peu deux philosophies selon que le critère soit qualitatif. Donc là, ça va plutôt être une échelle donc de A à G, là, avec un score A attribué à des solutions qui vont plutôt améliorer une situation de référence, plutôt inciter les gens dans une démarche de sobriété, et inversement, une note plutôt D quand on dégrade ou quand on présente un risque d'effet rebond. Puis pour les critères quantitatifs, là, on va retrouver une autre approche. Donc c'est un quart de camembert là où on va regarder d'un côté dans une philosophie un peu inspirée de la CV conséquentielle, des émissions directes. Je fabrique un produit quel qu'il soit, en fait sa fabrication voire son usage va avoir un impact environnemental. Donc c'est ce qu'on retrouve en abscisse. Et en ordonnée, ce qu'on souhaite le plus possible, en fait, c'est que l'usage de ce produit permette d'éviter un impact environnemental. Voilà, donc on retrouve une situation qui est aussi assez variable d'un produit à un autre. Il y a des choses intéressantes quand même à garder à l'esprit, et d'ailleurs, c'est des fois pas évident dans les échanges qu'on peut avoir avec nos fournisseurs. C'est qu'au-dessus de D, donc D, c'est un peu la neutralité, j'évite autant d'émissions que j'en apporte, quoi. Donc au-dessus de D, en fait, nous, c'est bien. Donc C, c'est bien. Alors de temps en temps, les gens disent ouais, C, ok, j'aimerais mieux être B ou A. En fait, déjà C, c'est déjà pas mal. Et ensuite, quand on est A, on avait aussi à cœur qu'on soit dans une approche où en fait on calcule plutôt le ratio, ce qui permet de valoriser des trucs qui mettent un peu le pied à l'étrier. Donc typiquement, utiliser une éponge réutilisable, bon, ça va pas vous faire de grosses économies environnementales. Mais par contre, ça reste quand même intéressant et c'est quelque chose qui pollue relativement peu à la fabrication. Donc, ça mérite tout autant une valorisation avec un score de A qu'une marmite norvégienne. Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là que nous, on a travaillé. Donc, on a 14 critères, on fait la moyenne pondérée pour chaque palier. Et à la fin, on a, par exemple, pour une marmite norvégienne, on a notre étiquette, l'Oreca Score, donc une évaluation sur les 3 piliers. Et ensuite, sur chaque page produit sur notre site internet, on va d'une part rappeler les hypothèses fortes d'évaluation. Donc là, typiquement, on va rappeler c'est quoi l'objectif d'achat qu'on a considéré, en l'occurrence plutôt améliorer un système, donc la consommation de plaques électriques. On va aussi rappeler en fait les hypothèses fortes qui conditionnent chacun des critères. Donc le fait que cette marmite soit constituée de 90% de matériaux de réemploi, ça c'est quand même hyper important. Le fait qu'aussi on ait considéré une fréquence d'utilisation à 2 utilisations par semaine. En fait, en fonction de ça, évidemment, les gains vont pas être les mêmes. Et puis, on a du détail pour essayer d'expliciter le plus possible ce qui se cache derrière chacun des 3 piliers. Voilà pour la présentation du fonctionnement global du l'Oreca Score. Ensuite, donc, je reprends la main, Emmanuel. Donc, quelques exemples d'applications qu'on vous a détaillées ici avec les notes qui ont été attribuées aux différents produits. Donc, on a des produits de plusieurs types. On peut retrouver des marmites norvégiennes, on peut retrouver des fours solaires, des rocket stoves. Sur la droite, vous avez une recharge de piles électriques, de piles alcalines
donc pour améliorer leur durée de vie dans le temps, un filtre à eau, économiseur d'eau, donc en bas à gauche. Ce qu'on peut remarquer, c'est que pour l'instant, on n'a pas de produits qui sont classés FFF, et c'est pour une raison très simple, c'est que aussi nous, le Loreca Score, ça nous permet aussi de valider les produits qu'on référence sur le site. Et il y a certains produits où on va se dire, en fait, finalement, c'est pas forcément si pertinent à la fois d'un point de vue utile, d'un point de vue durable, d'un point de vue accessible de les référencer. Donc nous, ça nous permet aussi d'écrémer, de faire un premier filtre, en tout cas, pour proposer des produits qui sont pour le coup pertinents, selon nous. Et donc aujourd'hui, d'un point de vue très, très pratico-pratique, là aujourd'hui, on a plus d'une centaine de fiches produits sur l'Oreca qui couvrent un certain nombre de fonctions. Donc il y en a une vingtaine, hein, ça va de certaines qui sont relatives au fait de se nourrir, donc faire des aliments, mixer, sécher, conserver, filtrer. D'autres qui vont plus tourner autour de l'hygiène, donc se laver, aller aux toilettes, nettoyer son habitat. D'autres qui vont être plus sur se chauffer, se meubler, se déplacer. Donc là, il y a la remorque Maïna qui est tout en bas à droite. Donc, ça nous fait une petite trentaine de catégories de produits aujourd'hui. Dans les annexes, je pense qu'on va vous rajouter un petit tableau qui détaille aussi les différentes fonctions et les produits de référence qui sont associés à ces fonctions. Ce que je vous propose, c'est peut-être de voir un cas pratique et de nous balader sur une fiche produit pour voir comment ça se retranscrit dans la pratique. Donc, je vais vous partager mon écran, ce sera plus simple. Hop. Tac, tac. Et voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais, c'est good, super. Donc là, si on reprend notre marmite norvégienne qu'on évoque depuis le début, alors ce qui est intéressant de rappeler, c'est qu'il y a plusieurs degrés de lecture vis-à-vis du Loreca Score. Donc, il y a l'aboutissement du Loreca Score qui se cristallise dans cette étiquette, donc avec les lettres sur les critères utiles, durables, accessibles, avec donc les hypothèses d'évaluation donc qu'on a réalisé. Donc là, par exemple, le fait qu'on considère 2 utilisations par semaine pour notre marmite, les différentes hypothèses sur, ou en tout cas les données qu'on a à disposition vis-à-vis des fournisseurs, donc le fait que là, elle est constituée à 90% de matériaux de réemploi, et un détail donc, sur les critères utiles, durables, accessibles, qui résume un petit peu notre analyse. Et en fait, si on déroule le fil, donc on passe sur les critères purement techniques liés à la plateforme, le fait de comment le produit fonctionne, quelles sont ses caractéristiques, etc. Ce qui va être intéressant, c'est de voir le détail, donc avec les différents critères que Emmanuel vient de vous évoquer, qui constituent ce score utile, durable, accessible. On va retrouver nos différents sous-critères, donc les performances d'usage, la polyvalence, le risque d'intermittence, avec des éléments d'analyse qui nous permettent d'arriver à cette étiquette. Donc là, par exemple, sur la marmite, on va voir que, donc effectivement, on a B, on n'est pas sur A, pour la simple et bonne raison que, en fait, en termes de performance d'usage, le fait d'utiliser une marmite, c'est une cuisson passive, donc ça va prendre potentiellement plus de temps que si on utilisait juste des plaques de cuisson classique. Donc forcément, en termes de performance d'usage, on n'est pas exactement au même niveau. En revanche, le résultat final, c'est le même. Les aliments, ils sont cuits de la même manière. On n'a pas forcément de risque d'intermittence, pas besoin de consommables. On est un peu moins dépendant du réseau, en tout cas, puisqu'on économise un petit peu d'énergie au passage. Et a priori, on n'a pas évalué qu'il y avait des risques d'effet rebond sur ce type de produit. Donc, on est plutôt bon de ce côté-là. Et sur le critère, le pilier durable, donc pour revenir un peu à la démarche ACV, on va retrouver donc effectivement les différentes phases du cycle de vie du produit, donc depuis les matières premières, depuis leur extraction jusqu'à ce qui se passe en fin de vie, une fois que le produit est mis au rebut. Donc on va apporter des éléments d'analyse aussi pour justifier un petit peu notre étiquette. Et on va associer à ça aussi, c'est un peu une particularité, des stratégies d'éco-conception selon les produits. Donc en fait, certains gains environnementaux qu'on pourra constater, ils sont liés à des stratégies d'éco-conception. Donc là, pour le coup, avec la marmite, ça va être surtout lié à l'usage et aux économies d'énergie qui sont réalisées par le fait d'utiliser cette marmite. Et enfin, le pilier accessible. Donc pareil, on retrouve donc les différents critères de rentabilité économique, d'appropriation aussi des moyens techniques. Donc il y a l'aspect, est-ce que le produit, on peut le faire soi-même, donc en DIY, ou est-ce que c'est un produit qui est complexe à réaliser sans forcément passer par l'Oreca. On va regarder aussi le côté rentabilité économique. Donc là, pour le coup, on voit qu'il y avait une lettre C pour cette marmite norvégienne. Ça, c'est lié aussi au fait que ça a un coût d'achat qui est non négligeable et qu'au regard des économies d'énergie, donc des économies sur les factures d'électricité qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est un peu plus long de rentabiliser économiquement ce
ce produit. Donc forcément, ça nécessiterait, avec les hypothèses qu'on a fait, de potentiellement l'utiliser beaucoup plus souvent pour améliorer cette note-là qu'avec ces hypothèses-là. Et donc peut-être on peut passer sur un autre produit pour donner aussi un exemple. Donc par exemple avec un produit qui est classé E, notamment sur le critère durable. Donc là pareil, on a à peu près les mêmes éléments d'analyse, donc sur le pilier utile, durable, accessible. La différence c'est que avec ce type de produit, donc c'est un rocket stove, peut-être je vais rappeler ce que c'est pour les néophytes. En fait c'est une espèce de poêle de masse, un foyer à bois concrètement avec un cœur de chauffe en L, donc là on ne le voit pas trop, mais en gros ça permet de cuisiner, de chauffer un petit peu sa maison aussi, si jamais. Et c'est ce qui permet aussi d'améliorer le caractère utile de ce produit, puisqu'on va considérer aussi le côté fonctionnel supplémentaire qui est apporté par le fait de chauffer un petit peu l'espace qu'il y a autour. Et sur le caractère durable, en fait, ça va énormément dépendre notamment du rendement énergétique global de l'appareil, de la fréquence d'utilisation. Donc là, pour le coup, on a considéré une utilisation par semaine avec un rendement de 50%. C'est ce qui fait aussi qu'on a une note qui est un petit peu dégradée sur le côté utile. Et pour améliorer ce score-là, ça sous-entendrait de l'utiliser plus souvent, peut-être faire attention au rendement global de l'appareil. Donc ça, pour le coup, ça dépend du fournisseur plus que de l'utilisateur. De l'origine du bois aussi, pourquoi pas. Et il y a plein de critères qui vont permettre de faire jouer cette note-là. Et on retrouve à chaque fois nos différents critères. Donc est-ce que là, pour le coup, en termes de performance d'usage, on est à peu près identique à des plaques de cuisson. Donc ça ne prendra pas plus de temps pour cuire des aliments. En termes de polyvalence d'usage, c'est là qu'on a considéré que potentiellement il y avait un petit aspect bénéfique au fait de chauffer l'espace qu'il y a autour. Il n'y a pas forcément de risque d'intermittence. Il y a besoin de consommables donc, du fait de l'utilisation du bois pour fonctionner, de la biomasse. En revanche, on n'est pas dépendant du réseau électrique, donc ça c'est un petit plus. Et a priori, il n'y a pas forcément de risque d'effet rebond là-dessus. Donc voilà. Je ne sais pas si on a le temps, parce que je vois que le temps file. Peut-être qu'on va revenir à la presse. En tout cas, n'hésitez pas à vous balader sur le site. Donc on a pas mal de produits qui sont déjà notés, qui ont été évalués. Je ne sais pas si, Manu, on peut remettre la presse. Hop, je fais ça, je le remets et je fais le roulement de tambour pour te laisser boucler la boucle du début et remettre en face du petit quiz de départ notre évaluation. Roulement de tambour. Tac. Et voilà. Et du coup, là, c'est hyper intéressant en fait de voir vos réponses, notamment parce qu'il y avait un aspect assez hétérogène, notamment sur le Rocket Stove, ce qui est en fait plutôt rassurant parce qu'il y a certaines personnes qui ont capté qu'il y avait potentiellement des risques. Alors, je ne sais pas si c'est lié aux mêmes critères que nous, on a considéré pour avoir cette note de E sur le critère durable. Peut-être je rappelle aussi que la question qu'on vous a posée était très focalisée sur le pilier durable et que le l'Oreca Score, ça prend en considération aussi d'autres facteurs qui sont propres au low-tech, le côté utile, le côté accessible, donc accessible aussi d'un point de vue technique, d'un point de vue économique. Et donc, c'est pas si déconnant que ça, notamment sur le four solaire. Et la marmite, ouais, il y a quand même pas mal qui ont noté 10. C'est plutôt rassurant. Trop bien. Alors, merci Pierre. Prochaines étapes, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on a devant nous? Hop là. Voilà. Pour le score, en fait, on a 3 objectifs. Donc tout ça va se dérouler gentiment là dans les mois et presque années à venir. Donc un premier objectif de consolider tout le travail qu'on a fait. Notamment sur le format de l'étiquette, la façon dont on le communique. Aujourd'hui, en fait, on est sur une approche avec une lettre AAG. Je pense que tous les gens qui sont un peu posés des questions sur les systèmes de scoring se posent à peu près les mêmes questions. En fait, comment est-ce qu'il faut comptabiliser et puis présenter les choses? Est-ce qu'il faut une échelle relative, une échelle absolue? Est-ce qu'on note entre 0 plus l'infini ou autre chose? Voilà, en fait, je pense qu'on est tous un peu en train de se chercher là-dessus, y compris nous. Donc, en fait, on va profiter aussi du temps qu'on a pour faire quelques enquêtes, sondages sur les réseaux sociaux et puis éventuellement vous solliciter, vous, participants et participantes au webinaire, pour avoir votre avis là-dessus. On a aussi à cœur de pouvoir livrer toute la documentation pour être le plus transparent possible. L'objectif, en fait, ce serait presque, pour ceux qui connaissent Ecobalise, d'arriver à peu près au même niveau de transparence que la plateforme Ecobalise. Voilà, ça c'est un peu la target.
Donc que ça soit disponible en ligne pour que presque n'importe qui voudrait refaire le même exercice que nous puisse être en capacité de le faire. Et puis, on a aussi sur dans l'objectif de consolider un souhait d'harmoniser, de partager les bonnes pratiques au sein du réseau d'Interscore auquel on est membre. J'ai vu qu'il y avait des participants et des membres d'Interscore là, qui étaient connectés au webinaire. Petit coucou au passage. Donc voilà, donc tout ça, ça va nous prendre, on va dire, les prochains mois jusqu'à la fin de l'année, voire début d'année prochaine. Une fois qu'on aura fait ça, eh ben, on a pour ambition de continuer à déployer, donc déployer le score à l'ensemble des catégories de produits. On a dit on en couvre aujourd'hui 43%, l'objectif c'est 100% à la fin de l'année. À partir du moment où on va aussi élargir le catalogue, enfin en tout cas le pourcentage de catalogue qui est couvert, il y a des nouvelles problématiques qui vont nécessairement apparaître. Et donc, du coup, potentiellement des critères qui vont évoluer ou des coefficients de pondération qui seraient peut-être amenés à évoluer légèrement pour tenir compte aussi des spécificités, des choses qu'on n'a pas eu le temps de traiter jusqu'à présent. Et puis, on a aussi, du coup, pour objectif de compléter les critères. Donc, dans les 14 que j'ai présentés aujourd'hui, il y en a 3 qui ne sont pas directement activés. Donc, les avis clients, ce qu'on a évoqué, peut-être des choses autour de la réparabilité, la durabilité des produits et ainsi de suite. Et pour finir, un objectif de continuer de développer. Donc on l'a présenté en fait quelque part sur le Rocket Stove. Notre approche de scoring aujourd'hui, elle est un peu statique. Elle part d'un usage qui est présupposé, mais évidemment, en fait, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit aussi dans vos évaluations à vous, ça va être quand même globalement assez variable. Donc il y a aussi un enjeu pour nous d'être capable de restituer cette variabilité ou de montrer un peu quelle pourrait être la sensibilité. Donc soit au travers d'études de sensibilité qu'on pourrait afficher sur le score, soit aussi au travers d'outils qui permettent à tout à chacun de pouvoir faire bouger un peu les curseurs selon la fréquence d'usage qu'il compte avoir d'un produit ou en fait où est-ce qu'il est situé sur le plan géographique, parce que évidemment quand on utilise un four solaire, en fait on n'a peut-être pas la même rentabilité si on habite dans le nord ou dans le sud de la France. Voilà pour le score. Merci beaucoup. Et pour les prochaines étapes d'un point de vue développement de l'activité et de l'Oreca, donc on est vraiment focalisé là sur la consolidation de notre modèle économique. On a commencé il y a 6-8 mois à vraiment pousser et on propose des produits, on fait un travail de référencement, on a des premières ventes qui arrivent. Mais notre enjeu, nous, c'est vraiment de pouvoir déployer au maximum cette méthode et puis la low-tech. Et pour ça, on a besoin, comme tout un chacun, de pouvoir se payer, se rémunérer. Donc là, on n'en est pas encore là. Et donc, notre objectif au plus court terme possible, c'est d'arriver à consolider un modèle économique, hein, pas pour devenir une licorne, mais juste pour pouvoir sécuriser notre engagement sur le projet. Et donc, on va bien entendu tout d'abord augmenter le catalogue pour référencer de nouveaux produits, l'étoffer. Et puis aussi, on se rend compte qu'il y a des besoins des fournisseurs qu'on référence sur des accompagnements en termes d'évaluation environnementale. Donc, on étoffe aussi nos services pour pouvoir évaluer, pour pouvoir communiquer aussi de manière juste, comme on communique de manière responsable, en mettant en avant les forces et puis également en présentant les faiblesses des produits. Et puis également une offre à destination des entreprises pour pouvoir valoriser la low-tech comme des diagnostics, des formations et des conférences. Donc ça, c'est sur notre feuille de route pour pouvoir continuer l'aventure et le développement. Et c'est pour ça aussi qu'on est en campagne de crowdfunding à l'heure actuelle. Voilà. Et donc peut-être j'ai pris des questions au fur et à mesure. Est-ce que tu veux que parce que je les ai lus, je les ai un petit peu digérés, je peux peut-être les recontextualiser et commencer à apporter des éléments de réponse, ou tu voulais t'en charger, Pierre? Je commence à répondre dans le chat, mais si tu veux, on peut répondre à l'oral, c'est peut-être plus simple. Ok, parfait. Vas-y si tu veux. Ouais, du coup, il y a une première question de Loïs sur les notes EFG qui sont jamais attribuées sur les produits référencés sur l'Oreca. Pourquoi avoir créé ces classes de score? J'ai commencé à répondre, du coup, peut-être je continue, je continue sur ma lancée. Mais donc, du coup, ce que je disais, c'est que certains produits peuvent pêcher sur l'un des 3 piliers, le utile, durable, accessible, mais être très bon sur les autres. Donc, on peut avoir des cas de figure où un produit qui est A et E, on va peut-être le référencer parce qu'en fait, on considère que c'est un bon produit. Et notamment sur certains piliers, comme le pilier durable, la note dépend aussi pas mal de nos hypothèses. Donc, dans certains cas, on pourra se
considérer que si on améliore l'usage du produit, la fréquence d'utilisation, etc., ce produit, en fait, il est plutôt bon. Donc là, on mettra plutôt un disclaimer sur la page produit en disant attention, ce produit, il est intéressant qu'à partir d'une certaine fréquence d'utilisation. Ça peut être le cas avec le four solaire, ça peut être le cas avec d'autres produits. Mais du coup, c'est pas si clairement on a un produit qui est FFF, là, effectivement, on va potentiellement l'exclure, je pense. Mais il y a des cas de figure un peu intermédiaires où ça nécessite un peu d'étudier la question, quoi. Ouais, et puis du coup, pour rebondir là-dessus, en fait, ces lettres-là sont pas utilisées aujourd'hui. En fait, ça n'empêche pas, alors pas de référencer demain des produits FFF, mais dans l'optique d'apporter une possibilité d'avoir des fonctionnalités où les gens peuvent faire bouger un peu les curseurs, de se rendre compte à partir de quel moment justement c'est F ou G, en fait. Et ça peut être aussi pas mal intéressant. Et puis, je dirais aussi, tout simplement que, comme on a une moyenne à D, en fait, si on présente qu'une partie de l'échelle, en fait, je pense que c'est hyper confusant pour les gens, quoi. Soit on se dit: «On note de A à D», mais alors du coup tout est bon. Enfin bref, je pense que pour montrer qu'il y a des objets qui sont plutôt bénéfiques, on est nécessairement obligé de montrer une échelle qui va jusqu'à G. Enfin, voilà. OK, super Je prends question. une autre question. Cela prend combien de temps de créer une nouvelle notation du score sur un nouveau produit? 30 Je sais secondes? Entre 30 secondes et une demi-journée, on va dire ça? Alors en fait, on peut parler de l'objectif plutôt, je pense que c'est l'idée, c'était de réussir à le faire en 1 heure, en mettant le plus possible le fournisseur à contribution. En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit quand même, c'est que quand on pose des questions, quand on demande aux gens de remplir, alors il faut, par exemple, une composition de produits, mais de façon très, très, grossière, hein. En fait, on a des catégories de matériaux, pas obligé d'avoir, une BOM avec les 100 lignes de la BOM et tout ça pour réussir à être capable, enfin BOM, c'est nomenclature, bill of material, pardon, pour réussir à faire, l'exercice. Mais oui, donc un objectif, d'1 heure, si on passe beaucoup plus de temps que ça, en fait, ça devient plus spécialement rentable. Voilà, pour réussir à être capable de constituer une fiche produit. Après, pour rebondir là-dessus, il y a aussi la question de est-ce qu'il faut créer une nouvelle catégorie de produits, avoir des réflexions sur la méthodologie qu'on applique sur cette nouvelle catégorie de produits. Ça va prendre beaucoup plus de temps Ouais, pour le coup. c'est Mais une vrai. fois qu'elle est créée, c'est C'est rodé, la quoi. première fois qu'on doit faire un peu, un espèce de mini état de l'art entre, les publications de l'ADEME, voire du GRC sur, tous ces usages un peu du quotidien, ouais, ça prend un peu de temps quand on ouvre une nouvelle fonction. Mmh. Autre question de Gabriel. Dans l'objectif d'achat, ne faudrait-il pas ajouter aussi les objets nouveaux qui correspondent à un nouveau besoin? À ce titre, ils ne viennent ni remplacer ni compléter. Alors est-ce qu'on peut détailler ça? Je sais pas, c'est une question intéressante. Je pense que ça rejoint un peu les réflexions qu'on avait sur le pilier utile. Et étant donné que dans notre méthodo, on a quand même une approche où on se compare à une référence high-tech ou une référence du marché, Mmh. forcément un produit qui vient compléter un nouveau besoin, déjà la question c'est quel besoin? Quel besoin nouveau on a besoin de. On a, enfin, De je sais quel pas, je nouveau pense qu'il y besoin a. a-t-on besoin? Et là, boum! C'est ça. Mais Ouais. non, mais c'est une question intéressante. Je pense que ça rejoint aussi les réflexions qu'on avait où on s'était pas mal rapproché d'écrits plutôt de sociologie sur les Mmh. besoins artificiels, sur un peu cette notion-là, et aussi le fait que les low-tech sont quand même souvent produites pour répondre à des besoins de base qui sont finalement se chauffer, se nourrir. Se Ouais. déplacer, ouais, tout à fait, ouais. Mmh. Et je vois pas d'autres questions. OK. Ok. Il nous reste du temps. Alors, je sais pas s'il y en a qui veulent même, lever la main, on peut donner la parole, s'il y en a qui veulent, témoigner ou apporter leur réflexion, sur cette problématique-là, sur le sujet. Ouais. Est-ce hop, tac. Alors, je vais essayer de voir comment je peux faire ça. Moi, je peux autoriser le micro. Hop. Autoriser? Bah, vas-y, on peut tout libérer.
Oh là, ouais, j'avoue. Hop. Ben non, ça marche pas. Et ça doit marcher, non? Allez hop, si moi je fais ça. Tac, présentateur, voilà. Philippe aussi derrière. Tac. Alors, je crois Olaf. qu'Olaf, maintenant, si vous Ouais, ouvrez il votre faut micro, je pense que ouvrir ça va être votre bon. Hein. micro. Déjà, ça sera mieux. Voilà, Non. super. Non, c'est mieux. Ouais, parce que vous m'avez autorisé, mais j'avais pas allumé le micro. Ça marche beaucoup On vous moins écoute. bien. Je vous ai mis un petit mot. D'abord, merci. C'est une très jolie initiative. Il y a plein de choses que je partage. Enfin, je fais de la conception de produits Optimo depuis 35 ans, donc j'adore ce que vous faites. En gros, et j'ai plein de choses à dire. Il y a un truc qui me chipote dans ce que tu viens de dire, qu'il faut 1 heure pour faire la fiche et qu'elle est faite avec le fournisseur. J'aimerais bien qu'on puisse faire intervenir les gens qui sont de l'autre côté pour la validation plutôt que le fournisseur, qui lui connaît la solution, mais il ne connaît pas les besoins. Alors, il les connaît quand même un peu. Bon, enfin, voilà. Et j'ai compris que c'était une façon d'aller vite, ce qui est bien. Donc ça, c'est bien. Bah, de toute façon, la faire seule sans le chose, fournisseur, c'est impossible. Donc absolument. l'idée, c'est de l'impliquer. Et évidemment, de toute façon, c'est ce qu'on a aussi commencé un peu à expérimenter. Il faut contrôler quelque part derrière, en fait, qu'il y a une Ouais. cohérence dans les données qui sont collectées. Et l'idée, c'est pas de laisser un outil comme ça, libre à chacun, d'aller cliquer sur un bouton, ajouter mon produit à l'oreca.com, je renseigne les trucs qui vont bien. Il y a que des A, bon super, et clique. Bon, on n'arrivera pas à se. Évidemment que c'est Voilà. pas ce qu'on cherche. Yes. Absolument. Et du coup, comment vous pensez pouvoir utiliser, mobiliser les gens qui sont du côté consommateur, puisque c'est ceux-là que vous servez? Plutôt les faire contribuer à ça, à proposer des produits, à évaluer, etc. Du coup, que ce soit que vous vérifiez, mais que ce soit pas vous qui fassiez tout le boulot, parce que sinon, ça va pas être rentable. Donc, de faire une espèce de communauté de gens qui vont pouvoir évaluer le truc. Ouais. Avec vous au milieu, qui cadrez méthodologiquement, avec le fournisseur qui a d'autres informations. Je pense qu'il y a les informations côté besoin et validation qui sont remplies, elles sont côté utilisateur. Et les informations sur le coût, les trucs comme ça, elles sont du côté fournisseur. Ça mérite de mettre les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, totalement en phase. Je pense que c'est des réflexions qu'on a. Il y a une partie de cette réponse qui va être apportée avec l'intégration des retours utilisateurs qu'on avait évoqué au début. Après, c'est vrai qu'on a des réflexions aussi beaucoup plus long terme sur questionner les besoins. Et là, dans nos phases de réflexion, on réfléchissait même à, je sais pas, peut-être un jour créer des assemblées citoyennes qui vont réfléchir sur quels sont les systèmes techniques dont on a besoin collectivement et vers lesquels on se tourne plutôt de manière démocratique, parce que c'est vrai que c'est le pilier utile, pour le coup, c'est assez délicat pour une entreprise de donner la réponse à ce qu'on considère comme utile ou pas, alors que c'est quelque chose qui doit être décidé démocratiquement, pour le coup. Bon, là, merci. Ça va dans ma chapelle. Je viendrai vous en parler. On a déjà commencé à parler un peu, mais c'est mon métier. Je fais ça depuis 35 ans. Donc, volontiers, on vient en parler parce qu'il y a des trucs à faire. Mais je ne vais pas prendre la parole. Je vais laisser Philippe. Bonjour, Philippe. Bonjour, Olaf, merci. Moi, je travaille que depuis 30 ans dans l'éco-conception, tu vois. Bonjour à tout le monde, bravo pour ce que vous faites. On est déjà en réseau. Je voulais juste faire un petit point méthodo. C'est vrai que vous ouvrez pas mal de portes qui sont pas du tout travaillées dans les scoring classiques, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant et intelligent aussi, puisque vous êtes vraiment sur cette question d'usage, et ça correspond, je fais aussi un petit coucou à Loïs, ça correspond aussi à la norme éco-conception en partie qui va être publiée dans 15 jours, puisqu'on a beaucoup parlé d'unité fonctionnelle de système de référence, et je pense que c'est des wordings peut-être que vous pourriez également utiliser pour justement démontrer que vous êtes... Alors, on cherche toujours la conformité dans le monde de l'entreprise et de la consommation d'ailleurs aussi. On le voit avec toutes les réglementations qui nous arrivent, notamment peut-être les Green Claims la semaine prochaine, qui vont aussi peut-être réglementer ou contraindre les scores privés. Et je trouve que tout ce que vous faites, c'est la démonstration qu'il est extrêmement important que des scores privés existent pour défricher justement des sujets qui ne sont pas intégrés dans le scoring classique. Voilà, c'est vraiment pour moi
une vraie démonstration de ce que vous avez fait. Et clairement, alors il y a des questions, hein. Alors, Olaf, on a un petit peu parlé, effectivement, comment avoir plus de feedback, comment aussi travailler, et moi j'ai envie de dire un peu mieux, mais ça c'est nos groupes de travail dans Interscore, comment travailler mieux sur la méthodologie et comment avoir le vocabulaire qui est déjà dans les normes qui vont sortir. Et moi j'ajoute le dernier point, comment effectivement continuer à avoir une activité de scoring dans le domaine du privé, alors qu'on a des tendances à ce que les scores soient uniquement des scores publics et identifié ou développé par l'État, ce qui, moi, me pose un problème, en fait, parce que je pense qu'on a besoin de l'agilité, de la créativité, de l'inventivité, et surtout, tout ce que vous faites, en remettant dans les bonnes cases, eh ben, ça correspond, vous avez cité la CV conséquentielle, hein, aux nouvelles formes aussi d'évaluation que l'on souhaite faire. J'étais il y a 2 jours, toute une journée dans les lauriers de la régénération, et c'est pareil, on cherche absolument des indices de régénération et des scores. Donc, on a besoin de scores dans tous ces nouveaux sujets qui émergent. On a besoin d'évaluation, on a besoin de preuves. Et je pense que ça peut être intéressant, effectivement, par rapport aux allégations. Et j'aime beaucoup utile, durable, accessible. On peut effectivement également objectiver ces allégations par votre algorithme, par votre méthodologie. Donc, je pense qu'il y a encore voilà, vous êtes au début. Alors, j'ai envie de dire tous les scores de façon très, très humble également, même ceux qui ont 10 ans, qui sont avec nous dans Interscore, parce qu'on travaille avec Pierre Fabre notamment, donc c'est 10 ans de méthodologie. Mais voilà, voilà, de façon très, très humble, je pense qu'on peut continuer évidemment ce chemin et qu'il faut qu'on se garde l'opportunité et la légitimité de le faire ensemble. Voilà, donc ça c'est tout le plaidoyer qu'on va porter dans Interscore, notamment avec la rencontre de pas mal de décideurs dans les prochaines semaines. Et donc, je parlerai de votre score, évidemment. Merci Philippe. Merci pour les compliments. On va les prendre comme ça Voilà. pour ton témoignage. Et puis effectivement, en attendant d'être nationalisé ou d'avoir l'État comme actionnaire majoritaire de l'Horeca, on est là et on essaie de faire avancer le sujet. Mais défricher, c'est toujours extrêmement intéressant intellectuellement et ça sert beaucoup d'autres secteurs aussi. Voilà. C'est clair, c'est clair. Ok. Est-ce qu'on a d'autres mains qui veulent se lever ou de personnes qui veulent témoigner? Il nous reste encore un petit peu de temps. C'est bientôt l'heure de manger aussi. Loïs, hop. Vas-y, tu dois être promu et tu peux ouvrir ton micro. Ok, vous m'entendez? Ouais, c'est tout bon. Ouais, Emmanuel, il y a un peu plus d'1 an, on avait discuté du projet de l'Horeca Score et je t'avais questionné sur le fait d'avoir plutôt une charte, de savoir ce qui était intégré dans la plateforme de vente ou pas. Et du coup, au regard de ce que tu as présenté là ce matin, est-ce que pour l'Horeca, le fait de passer à la moulinette de ce score, c'est finalement le processus de sélection? Oui. Bah, ça répond aux 2 besoins. Enfin, est-ce qu'on a essayé de dire, répondre à la question est-ce qu'on est sûr de faire une bonne action quand, en fait, on serait amené à acheter ou à s'équiper de tel ou tel produit, et 2, à référencer ce produit-là sur notre plateforme. Ça, c'est bien un outil qui, a priori, sert à répondre à ces 2 besoins-là. D'accord. Donc, dans la logique de développement de la plateforme, l'idée, c'est de passer au crible tous les produits rentrés sur cette plateforme, quoi. Disons que dès qu'on est en contact avec un fournisseur ou avec un ou une porteuse de projet de produits écolos, on se sert de cet outil-là pour se faire notre première philosophie. Il y a des cas de figure, en fait, on se dit qu'il y a encore un petit peu de travail avant que le produit soit référençable. C'est arrivé. Un fournisseur, vous le présentez comme faisant partie du processus de sélection. Oui. D'accord. Merci. De rien. Ok. Regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Hop, on peut peut-être... Si je peux rajouter un petit truc, vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais, super. Juste pour éclaircir pour faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, du coup, vous avez que des produits qui sont pas trop mal, puisque ça fait partie du processus de sélection. Enfin, ça, c'est complètement logique. Il serait peut-être intelligent, enfin, ça me paraîtrait utile de montrer un produit de référence et de montrer comment il est classé.
Et du coup, de En fait, rompre cette espèce de biais. Ouais, Tu vois, mais au moins, il serait clair. donc il faut le comparer avec quelque chose Bah ouais. d'autre. Donc, il faudrait le comparer inversement avec un produit meilleur, quoi. Ça ferait utiliser le score dans l'autre sens. Bah, pourquoi pas? On n'a pas Non, fait mais cet pour exercice. montrer que un A, c'est un A et que le produit de référence, il est plutôt C, plutôt D, plutôt F, plutôt G. Ouais. Et donc, pour montrer, sinon, vous montrez que des choses bien, c'est bien. Mais par rapport à Oui. quoi? Puisque c'est Non, des mais indices relatifs en qu'on plus. soit sur le plan Enfin, voilà. méthodologique, en fait, ça Ouais. nécessite, si on veut scorer des plaques électriques, Yes. ça nécessite de raisonner en conséquence. Et donc de se dire, OK, j'achète des plaques électriques. Ces plaques Ouais. électriques, si je les achète, est-ce que c'est pour remplacer des plaques électriques qui sont HS? Auquel cas, on va pas dire c'est Ouais. FFF. On va dire, Ouais. en fait, c'est remplacer un produit, c'est ne pas changer d'usage de référence. Donc a priori, c'est pas spécialement mieux, c'est pas spécialement moins bon. C'est pareil. D. Ouais. OK. Ou alors, c'est remplacer, je sais pas, un four solaire par des plaques électriques. Mais en fait, ce cas de figure, moi, je pense qu'il est pas du tout, comment dire, pertinent. Enfin, ça arrive pas. Enfin, en tout cas, la probabilité que ça arrive, elle est quand même infinitésimale. Donc, on pourrait imaginer par la suite d'avoir la possibilité ou de laisser la possibilité aux gens de faire un peu cette manipulation-là, enfin, tout seul comme des grands. Mais nous, on peut pas faire un scoring de plaques électriques comme ça. Parce que je sais pas si on est clair enfin, sur la façon. C'est moi qui ai dû rater un truc parce que j'ai l'impression que mais je vais regarder la méthodo. Yes. J'ai l'impression que vos scorings sont quand même relatifs, ils sont pas absolus. Ouais, ils sont relatifs. Donc, Ils sont relatifs, par rapport à quoi et montrer le truc. mais ils supposent qu'il y a comment dire, une évolution d'un mode de fonctionnement, d'une habitude de comportement, en fait. Et remplacer quelque chose par le truc qu'on utilisait avant, en fait, c'est pas évolué. Donc, en fait, il n'y a pas spécialement besoin de scorer quelque chose qui évolue pas. C'est plus ça, en fait. Bon, je sais pas si je le dis très bien. En tout cas, c'est une question C'est qui est très hyper clair, mais intéressante j'ai encore un nœud dans le cerveau, mais c'est pas grave. Ouais. On en En reparlera. fait, on est On en en parlera. contact, donc Voilà, c'est ça, tout à fait. yes. Merci. Avec grand plaisir pour Super. poursuivre les échanges. De toute façon, c'est bien. Ça marche. Et du coup, il nous reste à vous remercier de votre participation à toutes et tous. On est ravis d'avoir eu l'occasion de présenter ce travail. Ravi de vos premiers retours comme ça à chaud, ça fait trop plaisir. Donc vous avez posé vos questions. On a des questions aussi nous. Si vous avez un petit peu de temps, 5 minutes, franchement, c'est 7 petites questions. Votre avis, il compte aussi beaucoup et vos conseils, en fait, les conseils que vous pourriez nous donner. Donc vous avez un petit QR code qui est à l'écran, vous pouvez aussi flasher, voilà, comme ça vous arrivez directement sur le questionnaire de satisfaction et un petit peu plus en ligne. Et de toute façon, on vous renvoie tout ça avec le replay, les supports de présentation, toutes les annexes méthodologiques, et il y aura un petit lien du coup pour aller répondre à ce questionnaire.